Il voulait que tout le monde ait le droit d'utiliser le logiciel et de le copier sans enfreindre la loi. Pour faire des changements, les distribuer, améliorer le logiciel. Il voulait donner des droits aux gens. Il avait décidé d'anéantir le capitalisme américain corrompu de l'industrie informatique. Il a démissionné de son travail, mais il a continué de programmer. Rejoins-nous, partage le logiciel. Libère-toi, hacker. Libère-toi. J'ai tendance à envisager les choses en termes de justice, de liberté et d'éthique. J'ai lancé l'idée en novembre 1983, mais tout a commencé en janvier 1984, lorsque j'ai démissionné de mon poste au MIT pour commencer à développer un système d'exploitation gratuit que j'ai baptisé GNU. Ça, c'est GNU, et c'est GPL, General Public License. Évidemment, le noyau se trouve sous GPL. L'idée du logiciel libre fait référence à la liberté, non au prix. C'est dommage qu'en anglais le mot free soit ambigu. Il a de nombreux sens différents. Il peut vouloir dire gratuit, mais également libre. Je préfère penser à parole libre plutôt qu'à bière gratuite. Il existe une similitude entre le folklore, quand un poème ou une chanson s'affine ou change de forme d'un narrateur et d'un chanteur à l'autre, et la façon dont le logiciel libre s'améliore. Souvent, le logiciel libre est développé par un groupe de personnes qui n'inclut aucun des développeurs de départ. En 1991, nous avions presque terminé le système GNU. Notre objectif consistait à créer un système d'exploitation comme Unix, mais entièrement gratuit. Ce système d'exploitation complet nécessitait de nombreux composants différents. En 1991, on avait presque tous ces composants. Nous avions écrit la plupart d'entre eux et nous en avions trouvé d'autres, écrits par d'autres développeurs à leurs fins personnelles. Mais ça faisait l'affaire. On les a donc mis en service dans le cadre de GNU. Un composant majeur manquait encore, le composant qu'on appelle le noyau. C'était donc très utile pour nous quand Linus Torvalds a écrit son noyau. À ce stade, la combinaison du noyau Linux avec le système GNU a permis d'obtenir un système parfaitement exécutable que vous pouviez installer sur votre PC et utiliser. Une fois Linux développé, le système GNU était en fait finalisé et il a commencé à devenir de plus en plus populaire. Mais au même moment, quelque chose de malheureux s'est produit. Les gens qui utilisaient le système GNU ne se sont pas rendus compte qu'il s'agissait du système GNU. Ils ont commencé à appeler Linux l'ensemble de la combinaison. Et cette erreur s'est répandue. Pour ceux qui travaillaient sur le projet GNU, il était très difficile d'attirer l'attention de l'utilisateur sur ces questions éthiques et politiques. Les avares amassent beaucoup d'argent. C'est exact, hacker. C'est exact. Linux a vu le jour sans l'aide de riches investisseurs, voire en dépit de cette aide. Comment faire pour préserver la magie si on investit autant d'argent dans Linux ? Lorsque Linux a commencé à être commercialisé, les gens se sont dit « Oh non, on veut garder notre petit projet pour nous tout seuls et personne ne doit faire d'argent avec ».
D'accord, mais dans le monde réel, les gens utilisent les choses pour faire de l'argent. Les États-Unis sont une société capitaliste. L'Europe est une société capitaliste. Pour que les entreprises puissent commencer à utiliser Linux, elles ont besoin d'avoir affaire à quelqu'un qui soit capable de leur apporter le support qu'elles attendent, de leur vendre le matériel, ce genre de choses. Et les gens qui vendent le matériel et le support vont gagner de l'argent. Peu d'entre nous sommes des hackers. En fait, rares sont ceux qui feront l'effort de télécharger leur propre version de Linux sur Internet. Encore plus rares sont ceux qui vont s'attaquer au code lui-même pour l'améliorer. Bien que Linux soit difficile à utiliser, les clients ont su estimer sa grande fiabilité et la souplesse de son code source. Pour les entreprises visionnaires, il y avait là une opportunité à ne pas manquer. Red Hat ne cherchait pas vraiment à avoir un meilleur système d'exploitation que Microsoft ou Sun Microsystems. Ce qui comptait le plus, c'était de pouvoir livrer un système d'exploitation capable de résoudre les problèmes que nos clients n'arrivaient pas à régler avec un logiciel propriétaire. On s'est rendu compte de ce que nous faisions. On développait un programme, puis on publiait les codes. Alors, comment faire de l'argent de cette façon ? Évidemment, quand nous sommes allés en Californie, dans la Silicon Valley, tout le monde nous a dit « Vous ne réussirez jamais dans le logiciel si vous révélez les codes ». Nous sommes revenus et avons discuté avec nos clients. La seule chose qui les fidélisait, c'était justement que nous révélions les codes. Pour la toute première fois, ils pouvaient contrôler la technologie qu'ils utilisaient. La vraie valeur de la plupart des produits logiciels réside dans la hotline, c'est-à-dire la relation de support permanent qui existe entre le fournisseur et vous. Et c'est d'ailleurs ce qui donne aux logiciels les caractéristiques de l'industrie de service et non pas celles de l'industrie de production. Linux prospère dans le domaine des serveurs d'applications Internet, mais parce qu'il n'est pas facile à utiliser par les particuliers, il ne possède qu'une petite part du marché bureautique grand public. Le projet GNOME, avec son interface graphique, essaie de combler cet écart. Mais que voulez-vous? Les hackers sont élitistes et restent encore fidèles à Linux. Hey, regardez qui est là. C'est un pingouin. Bonjour pingouin. C'est Tux en fait. Salut Tux. Le travail de Linus Torvalds donne naissance à encore plus de millionnaires et de milliardaires. Il donne même des cheveux gris à l'homme qui est de loin le plus riche du monde, Bill Gates. Microsoft utilise un modèle très traditionnel. Ils produisent un code source fermé. Ils le mettent sur CD et ils le vendent. Ils prennent tout le travail de développement à leur charge. Et tout leur revient. Une fois que vous êtes dans ce métier, il est très difficile de changer de culture, comme par exemple de s'orienter vers un métier de coopération où les programmes sont utilisés pour révéler le code. C'est facile de gagner de l'argent avec des produits. Le code source est fermé, que vous ayez ou non une grosse part de marché. Par exemple, actuellement Microsoft n'est pas vraiment incité à ouvrir son code. Ce n'est pas dans son intérêt. Mais je pense que Microsoft sera forcé d'y arriver. Vous avez intérêt à rester propriétaire de certains algorithmes. Par exemple, certaines entreprises ont énormément travaillé sur des algorithmes de compression, notamment pour le streaming multimédia. Elles ne tiennent pas à ce que les gens sachent comment elles ont fait, parce que c'est justement là que réside la valeur de leurs produits. La fameuse lutte entre Linus, leader de Linux, et Bill Gates, leader de Microsoft, commence à prendre un aspect vraiment personnel. Une question de la catégorie bizarre. À qui appartiennent ces lèvres? Je vais vous le dire, ce sont les lèvres de Bill Gates en train de raconter un mensonge de plus. L'adoption de Linux a été considérablement favorisée par le fait que les gens avaient entendu parler de son existence dans la presse.
Le côté David contre Goliath a un peu aidé, même si ce n'est pas vraiment le cas. Les gens attendent des autres qu'ils soient gentils et fassent les choses bien. Mais je ne pense pas que ce soit vrai, ni que ça devrait l'être. Le pouvoir de Linux, c'est que même si personne ne vous aide, vous aurez toujours votre propre copie de Linux et la possibilité d'en faire ce que vous voulez. Je veux éviter d'être le politique de Linux. Je veux être quelqu'un que tout le monde trouve sympa, quelqu'un qui ne triche pas. Linus, une dernière question. Je viens d'Inde. Y a-t-il beaucoup d'Indiens qui contribuent au développement du noyau? Non, pas tant que ça. Quel est le message que vous aimeriez leur faire passer pour qu'ils soient de plus en plus nombreux à vous rejoindre? À mon avis, c'est surtout un problème.